Les États-Unis et la Russie reçus à Alger le même jour, mes amis. Est-ce que vous connaissez un autre pays capable de faire ça? Moi, j'en connais qu'un seul et il s'appelle l'Algérie. En effet, mes amis, vous voyez ici sur ces images l'Américain Claude Tudor, général de division, responsable de toutes les opérations spéciales américaines sur le continent africain, reçu par le commandement des forces terrestres algériens. Et derrière, vous voyez ici l'ambassadrice américaine. Et les Américains, ils ont publié un communiqué en disant « L'Algérie est un leader régional parce que la stabilité au Sahel, la stabilité en Afrique, c'est grâce à l'Algérie. » Bref, le communiqué vraiment très positif sur l'Algérie. Et évidemment, la Russie aussi est accueillie à Alger. Bienvenue à ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur un épisode diplomatique assez étonnant, on peut dire, qui s'est déroulé à Alger. Imaginez un peu le tableau. Le même jour, la capitale algérienne reçoit des délégations de très haut niveau. D'un côté, les Américains, avec du galon et des dossiers sécurité. De l'autre, la Russie. Et pas juste des diplomates, non. Une véritable démonstration navale en Méditerranée. Accueillir Washington et Moscou presque en même temps, surtout avec le climat actuel, cette espèce de nouvelle guerre froide, franchement, ça interpelle. Alors, simple hasard du calendrier ou un message politique très calculé? On va essayer de voir ce qui se cache derrière cette stratégie algérienne. Oui, c'est plus qu'interpellant. Je dirais même que c'est une affirmation. Ce qui est fascinant ici, ce n'est peut-être pas tant la simultanéité parfaite, qui a peut-être sa part de coïncidence, mais c'est la capacité et surtout la volonté d'Alger de maintenir ces deux canaux, ouverts, actifs et bien visibles au même moment. Dans un monde où on pousse tout le monde à choisir son camp, l'Algérie semble dire « Écoutez, nous, on parle à tout le monde, mais selon nos propres termes. » D'accord. Et ça envoie un signal très fort sur comment elle voit sa propre souveraineté, son rôle en Méditerranée, en Afrique du Nord. C'est un message pour Washington, pour Moscou, mais aussi pour tout le monde en fait. Un message qui dit « On est incontournable ». Ou peut-être « Regardez, on peut jouer sur plusieurs tableaux sans se brûler les ailes ». C'est un peu ça qu'on va essayer de décortiquer. Qu'est-ce que ces visites quasi siamoises, on pourrait dire, révèlent de la stratégie d'Alger et de sa place dans le grand jeu régional, mondial? Commençons par les Américains, si vous voulez bien. La délégation, c'était pas des seconds couteaux, comme on dit. Ah non, effectivement, on parle du général Claude Tudor. C'est une figure assez importante au sein d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. Plus précisément, c'est le chef des opérations spéciales pour tout le continent, SOCOM Africa. C'est lui qui gère les dossiers les plus sensibles, contre-terrorisme, formation des forces partenaires. Le cœur du réacteur, quoi. Exactement, le cœur de la projection de puissance discrète américaine en Afrique. Et il était avec l'ambassadrice américaine, Elisabeth Moore-Aubin, reçue au commandement des forces terrestres algériennes. Donc non, ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Et Africom, on le rappelle, même si son QG est en Allemagne, son job principal, c'est la stabilité en Afrique, la lutte contre les groupes extrémistes. Le Sahel, évidemment, c'est leur souci numéro 1. Alors, la présence de Tudor à Alger, ça veut dire quoi concrètement? Ils viennent chercher de l'aide? Une coopération plus poussée sur ce front sahélien qui est de plus en plus instable? C'est tout à fait ça. Le Sahel, c'est un théâtre d'opération majeur pour les États-Unis et puis c'est un foyer d'instabilité chronique. Vous avez les groupes liés à Al-Qaïda, à l'État islamique, sans parler des coups d'État militaires récents qui ont complètement rebattu les cartes pour les Occidentaux. L'Algérie, elle partage plus de 1300 km de frontières avec le Mali, presque 1000 avec le Niger. Sa profondeur stratégique, sa connaissance du terrain, c'est considérable. Pour Africom, qui mise beaucoup sur les partenariats locaux, l'Algérie est mathématiquement un acteur clé pour la sécurité régionale. La visite de Toldor, ça vise clairement à renforcer la coopération sécurité, l'échange de renseignements, peut-être coordonner des actions dans la zone. Oui, mais... Et c'est là que ça devient intéressant, les Américains savent très bien les liens militaires très forts entre Alger et Moscou. C'est un secret pour personne. Alors, quand on entend le communiqué américain qui qualifie l'Algérie de leader régional dont dépend la stabilité de l'Afrique, c'est pas un peu paradoxal? Ou alors c'est juste du réalisme pur? Voire un aveu que Washington ne peut juste pas se passer d'Alger dans cette région, peu importe ses autres amis. C'est précisément là que ça devient passionnant à analyser. Leader régional, stabilité de l'Afrique, ces mots-là, dans la bouche d'un général d'Africom, ils ont un poids particulier. Ce n'est pas la langue de bois diplomatique habituelle, vous voyez. Ça signale une approche qu'on pourrait dire pragmatique, voire compartimentée. Compartimentée, c'est-à-dire? Eh bien, Washington semble dire « Bon, votre relation avec Moscou, c'est une chose, on n'aime pas trop ça d'ailleurs, mais votre rôle potentiel pour stabiliser le Sahel, ça, c'en est une autre. Et celle-là, elle est prioritaire pour nous dans la région.
C'est une reconnaissance de facto du poids géostratégique de l'Algérie. Donc une sorte de réel politique à l'américaine. On accepte les liens russo-algériens comme un fait accompli, peut-être un coût irrécupérable, pour se concentrer sur l'objectif immédiat, éviter que le Sahel s'enflamme encore plus. Quitte à faire une concession majeure, quand même, vu la confrontation actuelle avec la Russie. C'est une lecture très plausible. Il faut regarder les priorités américaines en Afrique. Oui, il y a la compétition avec la Chine et la Russie, mais la lutte antiterroriste, la prévention des États faillis, c'est tout aussi crucial pour eux. Si Washington pense qu'Alger est un partenaire plus efficace ou plus influent en Sahel que d'autres, même certains alliés traditionnels dont l'influence a un peu baissé, ce pragmatisme s'explique. Il mise sur le rôle potentiel d'Alger comme pompier régional, même si ce pompier achète ses lances à incendie chez le voisin russe. Parlons-en de ce voisin russe. Parce que le même jour, l'ambiance était différente. Moins de discussions feutrées sur la stabilité et plus une démonstration de force navale assez visible. Une flotte russe avec des sous-marins modernes qui fait escale à Alger. Oui, le contraste est saisissant. D'un côté, le langage de la coopération sécuritaire régionale avec les Américains, de l'autre, avec les Russes, le langage de la puissance militaire, du partenariat stratégique de longue date qui est mis en avant. L'arrivée d'une flotte russe, surtout si elle comprend des unités récentes comme des sous-marins Kilo améliorés ou des frégates modernes, ce n'est jamais anodin. C'est une réaffirmation publique des liens militaires très profonds entre Moscou et Alger. Ça remonte à l'époque soviétique, ça. Et ce n'est pas qu'une visite de courtoisie navale, si j'ai bien compris certaines infos qui circulent. On parle de chasseurs-bombardiers Su-34, des appareils russes plutôt redoutables, qui aurait été vu en Russie avec la livrée désertique de l'armée de l'air algérienne. Ça sent la livraison imminente, ça, non? C'est un message assez clair, là aussi. Absolument. Le Su-34 Fullback, c'est un appareil de génération 4++, juste en dessous des avions furtifs de 5e génération. C'est un chasseur-bombardier très performant, biplace, capable d'emporter beaucoup d'armements sur de longues distances pour des frappes au sol ou anti-navires. Son acquisition par l'Algérie, si ça se confirme, et ce camouflage des airs, c'est un indice fort. Oui. Ça représenterait un saut qualitatif majeur pour leur capacité aérienne. Ça renforcerait considérablement leur capacité de projection de puissance dans la région. Une capacité qui pourrait inquiéter certains voisins, on imagine bien. Mais au-delà du militaire pur, cette livraison qui arrive quasiment en même temps que la visite américaine, c'est une façon pour Moscou de marquer son territoire, de rappeler à Washington via Alger que la Russie reste un acteur militaire incontournable en Afrique du Nord, malgré la guerre en Ukraine, malgré les sanctions. C'est sans doute une partie du message, oui. Moscou montre qu'il honore ses contrats d'armement, qu'il reste un fournisseur fiable pour ses partenaires stratégiques et qu'il continue de livrer du matériel de pointe. C'est un signe de la résilience de son industrie de défense, ou en tout cas de sa volonté de l'afficher. C'est aussi une façon de consolider une relation ancienne et mutuellement bénéfique. L'Algérie est un des plus gros clients de l'armement russe et la Russie trouve à Alger un partenaire influent, un point d'appui stratégique en Méditerranée occidentale. C'est donnant-donnant. D'accord. Donc si on essaie de résumer, Washington vient parler stabilité, reconnaît Alger comme leader régional pour essayer de gérer le chaos au Sahel. Moscou, au même moment, vient livrer des armes sophistiquées et afficher la solidité d'un partenariat militaire historique. Et Alger accueille tout ce beau monde avec le sourire. C'est de la haute voltige diplomatique ou c'est une position dangereusement schizophrène? C'est toute la complexité et aussi toute l'ambition de la politique étrangère algérienne actuelle. On pourrait parler de non-alignement actif revisité ou peut-être plus justement de multi-alignement pragmatique. L'idée, ce n'est pas de rester neutre et passif, c'est de dialoguer et coopérer activement avec différents pôles de puissance, mais en fonction des intérêts spécifiques de l'Algérie. La sécurité au Sahel avec les États-Unis. Oui. L'équipement militaire de pointe avec la Russie. Oui, aussi. C'est une affirmation de souveraineté. C'est nous qui choisissons nos partenaires et nos domaines de coopération. Une souveraineté qui repose sur quoi, concrètement? Juste la volonté politique? Ou est-ce qu'il y a des atouts objectifs qui permettent à Alger de tenir cette ligne de crête? Il y a plusieurs facteurs qui jouent. D'abord, l'héritage historique du non-alignement. C'est très ancré dans l'ADN diplomatique algérien depuis l'indépendance, l'époque boumédienne. Ensuite, et c'est crucial, sa position géostratégique. L'Algérie est un pays immense, c'est une puissance énergétique, elle a une façade méditerranéenne, une profondeur sahélienne. Tout ça lui donne un poids incontournable dans les équilibres régionaux.
c'est vrai. Ni les Américains, ni les Russes ne peuvent ignorer cette réalité géographique et démographique. Et enfin, il y a une armée considérée comme l'une des plus puissantes d'Afrique, largement équipée grâce à ses revenus énergétiques et ses liens historiques avec Moscou. Donc, si je comprends bien, Alger utiliserait sa rente énergétique et sa position géo pour financer son équipement russe, et en même temps se rendre indispensable aux Américains pour la stabilité régionale. C'est subtil comme jeu, mais n'est-ce pas aussi un jeu dangereux? En acceptant ces Su-34 par exemple, est-ce qu'Alger ne risque pas de franchir une ligne rouge pour Washington, malgré les beaux discours sur la stabilité? On sait que les Américains poussent pour réduire la dépendance militaire envers la Russie avec leurs sanctions Kaitsa. C'est le risque inhérent à cette stratégie d'équilibriste, bien sûr. Jusqu'où peut-on jouer sur les deux tableaux sans provoquer une réaction négative de l'un ou de l'autre, voire des deux? Les États-Unis ont effectivement des outils de pression, comme ces sanctions CA-TSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, qui visent les pays achetant de l'armement russe. Jusqu'à maintenant, Washington a semblé hésitant à les appliquer à des partenaires jugés importants, comme l'Inde ou potentiellement l'Algérie, justement pour des raisons de pragmatisme stratégique. Mais la pression existe, notamment au Congrès américain. Et côté russe, est-ce que Moscou pourrait voir d'un mauvais œil ce dialogue sécuritaire poussé avec Africom? C'est moins probable, du moins publiquement. La relation russo-algérienne est ancienne, elle est basée sur des intérêts convergents très clairs, militaires, énergétiques. Moscou comprend sans doute qu'Alger doit aussi gérer ses relations avec l'Occident, avec ses voisins, tant que le partenariat stratégique fondamental n'est pas remis en cause, et la livraison de Su-34 irait plutôt dans le sens contraire, et la Russie a intérêt à voir l'Algérie maintenir son influence régionale. Cependant, dans l'absolu, une coopération trop étroite, trop poussée entre Alger et Washington sur des questions sécuritaires très sensibles, pourrait à terme susciter des interrogations à Moscou, c'est évident. On sent bien que cette politique de ni l'un ni l'autre, ou plutôt de l'un et l'autre, ça demande une gestion diplomatique constante, très fine. C'est pas une position de tout repos, j'imagine. Est-ce que l'Algérie a vraiment les moyens de tenir cette ligne sur le long terme, alors que les tensions globales entre les États-Unis et l'axe Russie-Chine ne font que grandir? C'est la grande inconnue. Pour l'instant, Alger semble réussir à tirer parti de cette compétition entre grandes puissances pour maximiser sa propre marge de manœuvre. Elle se positionne comme un acteur avec lequel il faut compter, capable d'influencer la stabilité régionale, ça intéresse Washington, tout en maintenant une capacité militaire significative, merci Moscou. C'est une façon de s'affirmer, pas seulement comme une puissance régionale, mais comme un acteur géopolitique avec sa propre voix sur la scène internationale. Mais vous avez raison, la pression pour choisir un camp pourrait devenir de plus en plus forte. Alors, si on essaye de résumer ce qu'on peut retenir de cette double séquence algéroise. D'abord, une démonstration assez spectaculaire de cette politique d'équilibre menée par Alger. Accueillir Russes et Américains au niveau le même jour, c'est fort. Ensuite, une reconnaissance américaine au moins pragmatique du rôle incontournable de l'Algérie pour la stabilité en Afrique du Nord, au Sahel, malgré ses liens avec Moscou. Troisièmement, une réaffirmation russe. Le partenariat militaire est solide, avec du matériel de pointe à la clé. Et enfin, cette volonté algérienne de jouer sa propre partition, de refuser l'alignement automatique. C'est une excellente synthèse, oui. Et ça ouvre une réflexion plus large, Palomoa, dans ce monde de plus en plus fracturé. Est-ce que cette approche algérienne, c'est une exception due à ses caractéristiques propres, taille, ressources, histoire? Ou est-ce qu'elle peut inspirer d'autres puissances moyennes qui cherchent à préserver leur autonomie stratégique face aux pressions des grands blocs? Est-ce que c'est encore viable, au XXIe siècle, de vouloir être non aligné, ou plutôt multi-aligné, sans finir broyé par les rivalités des géants? C'est effectivement une question absolument cruciale pour l'avenir des relations internationales. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière interrogation, une pensée à méditer peut-être, cette politique d'équilibre que l'Algérie manie avec une certaine dextérité apparente, est-ce une stratégie soutenable à long terme? Ou n'est-ce qu'un interlude avant que la polarisation croissante du monde ne la force d'une manière ou d'une autre à un choix plus tranché? Autrement dit, est-ce que l'Algérie peut durablement rester un pont entre des rives qui s'écartent de plus en plus? Ou est-ce qu'elle risque de finir écartelée? L'histoire récente montre que marcher sur une corde raide, c'est un exercice pour le moins périlleux,